De l'établissement Kader Abachi avait indiqué que la maire souhaitait céder le lieu et se retrouve dans une procédure de licenciement. Apparemment, le projet émanerait du conseil départemental qui se déclare soucieux de la qualité des services offerts aux personnes âgées. Les employés de Zebra protestent par solidarité contre les licenciements. Cette société spécialisée dans le marquage et signalisation routière est en conflit avec son administration. Le directeur, après être revenu sur sa décision de licencier 10 salariés, a déclaré son entreprise en cessation de paiement. Un redressement judiciaire est en cours et 9 licenciements auraient lieu. Les employés frustrés sont venus manifester devant l'entreprise et espèrent que leurs semaines de congé seront finalement payées. Les habitants des Cordeliers à Pontoise s'unissent contre la délinquance. Les bailleurs sociaux et la préfecture du Val d'Oise ont signé une convention de partenariat pour lister les incivilités présentes dans le quartier. Différents délégués de police ainsi que des gendarmes vont se charger d'informer les habitants des changements. Point important, les forces de l'ordre peuvent désormais intervenir dans les logements sur l'autorisation préalable des propriétaires sociaux. Certains habitants préconisent cependant le dialogue avec les fautifs plutôt que le sanctionnement. La salle d'escalade Block & Out à Osny est sur le point de devenir la plus importante en France avec 1900 m² de surface. Après avoir doublé de taille en 2016, de nombreux travaux d'agrandissement sont actuellement en cours de réalisation. Le gérant Emmanuel Charuot déclare gagner 700 m² de surface et souhaite populariser cette discipline qui sera présente au JO de 2020 à Tokyo. Le patron se lance dans le fun climbing pour que jeunes et adultes puissent partager des murs d'escalade en toute sécurité. Les 100 000 visiteurs annuels pourront profiter d'un sauna, salle de musculation, restaurant, mais aussi d'horaires très flexibles. Et pour finir avec une page culturelle, l'exposition Dimanche du patrimoine à Argenteuil le 1er juillet consacre un zoom sur le quartier du Val d'Argent-Nord. Fortement inspiré des plans de l'architecte Le Corbusier, cet ensemble de logements se construit dans les années 1960 sur un ensemble de terrains agricoles. Avec plus de 8000 logements pour 27 000 habitants, ces équipements modernes et sa structure typique ont complètement transformé la ville. Si vous souhaitez réserver de manière totalement gratuite, appelez le 01 34 23 45 34. Merci beaucoup Hugo Mouillot. Nous vous retrouverons à 12h10 pour un autre flash valoisien sur la radio du bien-être. Et allez les Bleus à 16h. Les Bleus rencontrent le Danemark. N'oubliez pas le match. Nous sommes tous un petit peu grimés dans les studios d'IDFM Radio Anguin avec notamment votre sénateur, le sénateur du Val-d'Oise, Arnaud Bazin, qui viendra s'entretenir avec Florence Sueur dans le cadre du bar de l'économie dans un instant. Très bonne journée sur IDFM Radio Anguin, 9h03, et je vous retrouve demain pour une nouvelle matinale. Alors quand le on-air est gris, c'est que nous sommes en studio, et donc on peut parler entre nous bien sûr, et quand c'est rouge, on est à l'antenne. Alors parlez bien, mettez bien le micro à hauteur de votre bouche, voilà. Pour être confortable. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Pas aux os dans le fond, c'est pas grave. Bonne émission. En tout cas, merci à vous tous, vous tous, d'être là. Oui, à tout à l'heure. Allez, on y va. Et puis, vous êtes en direct, en live via Facebook. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On est ravis de vous retrouver pour un bar de l'économie sur l'AFM, bien sûr, 98.0, par Internet, web radio ou en vidéo via notre page Facebook IDFM Radio Anguin. Nous accueillons tout de suite Arnaud Bazin, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes sénateur du Val d'Oise depuis 2017, merci d'être avec nous aujourd'hui. Rappelons que vous êtes en politique depuis 1995, date à laquelle vous devenez maire de Persan, puis conseiller départemental en 1998. En mars 2011, vous êtes élu président du conseil départemental du Val d'Oise, à l'époque appelé Conseil général, et puis vous êtes membre des Républicains. En 2017, vous êtes élu sénateur, et justement, les sénateurs ne chôment pas en ce moment. Plusieurs sujets en cours de réflexion au Sénat, la loi Elan, la loi agriculture et alimentation, et puis la loi asile-immigration qui doit être votée aujourd'hui, et puis à l'automne, la nouvelle réflexion, c'est celle sur la réforme constitutionnelle qui démarre d'ailleurs en réflexion à l'Assemblée nationale aujourd'hui aussi. Pour les Val-d'Oisiens comme sujet, eh bien, il y en a plein, on en choisira quelques-uns. Peut-être pourra-t-on parler du budget de l'État et de la contractualisation avec les départements qui ont envoyé une note pour nous indiquer qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec le contrat. Et ça, c'était la semaine dernière. À vos côtés, deux jeunes entreprises. Bernard Ney, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le créateur de Comatch en France, filiale de la société berlinoise qui vient de boucler un tour de table de 8 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques pour se développer. Justement, vous nous expliquerez quel développement vous envisagez pour la France, car vous voulez en plus rassembler les consultants indépendants, si possible, un secteur en pleine expansion, dites-vous.
À vos côtés, Pierre-Yves Pasquier, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Commerceau pour lutter contre le gaspillage en favorisant la synergie entre les entreprises donatrices et les associations bénéficiaires. Vous nous expliquerez comment ça marche, qui peut en bénéficier, le territoire d'exercice évidemment, parce que j'imagine que c'est pas si simple que ça. Avant de vous passer la parole à tous les trois, eh bien l'info à retenir, les infos même je dirais à retenir aujourd'hui. Hier nous parlions de la croissance française qui pourrait même atteindre à terme 3%. Pour connaître les leviers, eh bien lisez le livre présenté hier par Olivier Redoulès. Le livre s'intitule « Le monde change, boostons la France. Quel levier pour passer durablement le cap de croissance des 2% ?» C'est gratuit, téléchargez-le sur le site france-2020.com ou sur le site medef.com. Il est gratuit, je répète. Seconde info du jour, c'est la journée des femmes chefs d'entreprise de France. Ce sera jeudi le 28 juin à Paris. L'association des FCE rassemble 2000 femmes en France, nous informe Joëlle Castro, présidente des FCE du Val d'Oise, que nous avons reçue au bar de l'économie au premier trimestre. Anne-Sophie Pensery, la présidente nationale, souhaite la création de 2 indicateurs, l'un émanant des enregistrements réalisés dans les greffes afin de connaître la véritable proportion des entreprises dirigées par les femmes en France, et l'autre pour mesurer sur l'incidence du genre féminin sur l'obtention d'un prêt ou d'une subvention, car il semblerait que les investisseurs ont du mal à accompagner leur croissance ou la reprise d'entreprise par des femmes. Et puis enfin, rendez-vous donc vendredi pour le tournoi du e-sport sur la scène montée sur le lac d'Angat-les-Bains dès 17h30. Jeu retransmis en direct, bien sûr, sur des écrans géants. Venez donc faire la fête à Angat. Allez, tout de suite, c'est la pause musicale de jour. Je vous rappelle notre voyage dans le jazz et on écoute les haricots rouges. Je vous ai mis une 20 de musique là. C'est bon. Très bien. Ça, c'est pour demain. Bon, on est très même en avance, c'est formidable. Ouais, ça laisse plus de temps. Que ça, on ne va pas être obligé, Arnaud Bazin, de vous faire parler sans faire de pause. On va pouvoir faire une petite pause. Du coup, Comment ? avec le projet ce soir de travailler sur la loi, il n'y aura pas l'occasion de regarder un peu de match. Non, non. Vous avez des écrans ? J'avoue, il y a des télés partout, notamment dans les bureaux, pour pouvoir suivre la séance. Parce qu'on se déplace en fonction aussi de ce qui est en train de passer. D'accord. Ah, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en séance, vous pouvez aller et venir. Ah non, on est obligé de rien, non, mais on est obligé d'avoir une majorité quand on vote. On voit bien que quelquefois les sièges sont vides. C'est normal. Normal d'abord parce que parfois il y a 10-12 heures de séance dans la même journée. Donc. Et puis les gens se déplacent pour les sujets sur les choses pour lesquels ils ont des choses à dire. On va peut-être rappeler les règles du Sénat. Alors, nous sommes de retour sur IDFM. On est en compagnie d'Arnaud Bazin, sénateur du Val d'Oise. Merci d'être avec nous ce matin, Arnaud Bazin. Alors, le Sénat, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. On va peut-être rappeler les règles de comment fonctionne le Sénat. Tout simplement, vous examinez des lois après que l'Assemblée nationale vous ait fait une première proposition. Oui, très rapidement, le Sénat a 3 fonctions. D'abord, il vote la loi, toutes les lois, toutes celles qui concernent donc la vie quotidienne des Français, comme l'Assemblée nationale. Ensuite, il contrôle le gouvernement. Et puis, troisièmement, il est le conservateur, le gardien de la Constitution également. Donc, toutes les lois qui sont examinées à l'Assemblée nationale nous viennent, sauf celles qui concernent les collectivités territoriales, qui sont vues en premier par le Sénat et qui ensuite vont à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est dans le chemin inverse, en fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous allez voter la loi donc asile-immigration, c'est bien ça ? Et puis, vous allez commencer à examiner à partir de demain 2 sujets phares, c'est la loi Elan et la loi agriculture et alimentation. Alors, peut-être, par quoi commençons ? On peut peut-être commencer par la loi alimentation, puisque nous commençons par ce sujet ce soir qui commence à être examiné à partir de 18h au Sénat. Alors, la loi asile, on reproche déjà d'avoir vidé le texte de sa substance, puisqu'il y a 2 volets, l'un économique qui tend à équilibrer les rapports entre agriculteurs et grande distribution, et l'autre sanitaire qui pose les conditions d'une production respectueuse des hommes et de l'environnement. Qu'en pensez-vous ? Cette loi est un peu à l'image de tous les textes que nous avons à examiner, malheureusement, après ce qu'on attend de ce que nous aurons à examiner,
On a souvent affaire à des lois fourre-tout dans lesquelles il y a foisonnement de sujets relativement mineurs et dans lesquels on a du mal à discerner une vision générale du gouvernement et de la majorité. Donc dans cette loi sur l'alimentation, il y a en effet un volet qui vise à équilibrer les relations commerciales entre les agriculteurs et la grande distribution. Et je pense que tout le monde est d'accord pour que nos agriculteurs puissent avoir un revenu décent. Les chiffres qu'on entend de revenus moyens sont absolument affolants. Affolants, effectivement. À 400 €, on comprend bien que les gens ne peuvent pas continuer à travailler dans ces conditions, d'autant qu'on a eu affaire aussi à quelques années difficiles du point de vue climatique. Le département était d'ailleurs modestement, à la suite de la région, mais à la mesure de ses moyens, intervenu pour soutenir nos agriculteurs face aux mauvaises récoltes de 2016 notamment. Mais donc ce texte a vocation à rééquilibrer ces relations. C'est un texte extrêmement technique et aujourd'hui, je crois que la majorité sénatoriale n'est pas tout à fait convaincue de son efficacité. Malheureusement, on ne pourra en juger qu'à l'aune de l'utilisation qu'en font à la fois les agriculteurs, les filières, leur organisation et la grande distribution. Je crois que c'est un texte qui ne passionnera pas les Français de ce point de vue-là. Il y a aussi des éléments sanitaires, évidemment. On a beaucoup parlé de la non-interdiction du glyphosate par la loi, prévue malgré tout dans 3 ans. Il y a des sujets sur les insecticides, notamment les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides auxquels on reproche très probablement, à juste raison d'ailleurs, d'avoir fait dramatiquement baisser les populations d'insectes. Il y a des sujets donc qui sont à la fois qui relèvent de l'environnement, du revenu agricole, il y a beaucoup de choses. Et puis de notre santé, tout simplement, parce que vous parliez là des pesticides, mais on ne parle pas du tout des conservateurs. Vous savez, quand ensuite on asperge, par exemple, les pommes de terre dans certains pays, de conservateurs pour les garder 6 mois, voire sans qu'elles germent. Oui, c'est un exemple. Ce sont des produits couramment utilisés, en effet. Et un des sujets aussi qui devrait toujours nous guider, c'est de nous poser la question de l'impact réel des mesures que nous prenons par la loi. Je m'explique. Si nous interdisons certains produits chez nous, et probablement à juste titre, faut-il encore que nous n'importions pas de produits ailleurs avec l'utilisation de ce que nous interdisons chez nous. Donc cette question des relations internationales commerciales doit être essentielle. On peut se faire plaisir à prendre des mesures françaises qui vont juste mettre nos producteurs en difficulté, qui sont certainement justifiées du point de vue sanitaire, mais qui n'auront pas l'impact attendu puisque les importations seront là. Alors là, vous touchez du doigt le bio, puisque justement, autant on a la sécurité en France d'avoir une certaine garantie quant au bio français, mais on n'a aucune garantie du bio qui provient de l'étranger. Tout à fait, d'autant que dans ce texte sur l'alimentation et l'agriculture, il y a une mesure qui vise à imposer 50% de produits dits qualitatifs avec 20% de bio et des labels pour le reste, on n'entre pas dans les détails, dans la restauration collective d'ici 2022. Il faut savoir que ce texte a été présenté au Conseil national de l'évaluation des normes, dans lequel je représente le Sénat avec un de mes collègues sénateurs, que ce Conseil national a donné un avis défavorable à cette mesure, j'expliquerai dans un instant pourquoi si vous voulez, mais que, imperturbablement, la mesure a été reprise à l'Assemblée nationale et qu'elle nous parvient maintenant. Alors pourquoi est-ce que nous avons été à l'unanimité des représentants des collectivités défavorables? Parce que, d'abord, je pense que ce n'est pas un sujet qui relève de la loi, ça doit être une initiative locale, il faut respecter la démocratie locale. Si les maires et leurs conseils municipaux veulent faire cela, voire au-delà, libre à eux, bien évidemment, il faut les y encourager, mais les y contraindre ne me paraît pas raisonnable. D'une part, parce que, pour la raison que vous avez annoncée, on va être obligé d'avoir recours à de l'importation dont on ne connaît pas la qualité. Ensuite, parce que l'agriculture française aujourd'hui ne nous garantit pas de pouvoir assumer la charge si jamais tout le monde se soumettait à cet objectif de 20% de bio. Ensuite, parce que les circuits courts et le local peuvent avoir du sens dans certains départements, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dans des départements de la région Île-de-France, par exemple, pour des raisons que chacun comprendra, l'agriculture étant fort limitée chez nous. Donc on a ce genre de mesures qui sont emblématiques et dont on ne sait pas comment on pourra les mettre en œuvre, et surtout dont l'impact risque d'être défavorable. En effet, si on importe du bio de l'étranger sans les garanties qui vont avec, quel est le sens de la mesure? Donc le rôle du Sénat, c'est justement de bien regarder toutes ces mesures et d'enlever celles qui ne vont pas forcément à fond, peut-être. Il y aura bien sûr beaucoup d'amendements pour essayer d'améliorer ce texte, mais encore une fois, on ne peut pas le faire sans une vision globale de nos relations commerciales avec l'étranger. Alors vous avez parlé, toujours dans la loi alimentation-agriculture, du prix et du salaire des agriculteurs, du salaire en fait des agriculteurs, vous avez parlé tout à l'heure.
Moi, j'ai une question à poser à propos de ce projet de loi. Parce que là, cette loi veut s'attaquer au prix qui pourrait bientôt être construit à partir du producteur et non plus à partir du distributeur. Pourtant, la négociation commerciale, on part du coût de production, mais il y a des indicateurs de marché. Qui va arbitrer? N'est-ce pas l'État? C'est comme si nous... Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si nous, quand on vend une voiture, le contrôle technique était fait par nous-mêmes et non pas par un organisme indépendant qui n'a donc, pour que ça reste... Le prix doit être construit à partir d'indicateurs, vous l'avez rappelé, donc cela se fera a priori sous contrôle malgré tout. Ça laisse quand même un large espace à la négociation après et au rapport entre la grande distribution, puisque c'est essentiellement la grande distribution dont il s'agit, et les producteurs. Encore une fois, c'est très difficile de décrypter aujourd'hui quel usage va être fait de ce texte. Je crois qu'il aurait été sage, il sera sage de prévoir une clause de revoyure au bout d'1 à 2 ans pour voir vraiment comment tout ça fonctionne. Parce que ça ressemble aujourd'hui quand même assez fortement à une usine à gaz. Mais, moi, je pense à l'affaire Lactalis, dont tout le monde a entendu parler au printemps. Un gros comme Lactalis, s'il impose un prix du lait, puisque c'est surtout au niveau du lait que le problème se pose, mettons un prix de la tonne et que les producteurs veulent, mettons, 15% de plus, ils pourront pas. Je vois pas comment les producteurs vont pouvoir négocier. Donc là, effectivement... C'est toute la question que pose ce texte, en effet. Allez, passons à la seconde loi qui donc est en cours, ou arrive en cours de réflexion, c'est la loi Elan. Donc là, on est sur le sujet du logement. Alors, que n'apporte pas, peut-être, on va aller plus vite en disant que n'apporte pas la loi Elan. Alors, s'il y a un exemple de loi fourre-tout, c'est en effet la loi Elan qui traite de choses extrêmement variées dans 3 domaines. Le logement, l'aménagement et très accessoirement le développement du numérique, le très haut débit dans notre pays. Mais ce qui frappe au premier chef devant tout ce foisonnement, c'est qu'il n'y a aucune évolution sur les obligations de construction de logements sociaux. Vous savez que chaque commune, la plus grande partie des communes françaises pour la population doit fournir 25% de logements sociaux. Ça pose des problèmes extrêmement difficiles, notamment ici à Enghien, c'est un exemple assez emblématique de disponibilité tout simplement pour construire. Oui. Et là-dessus, il n'y a aucune ouverture de la part du gouvernement. Ce que j'entends par ouverture, c'est la simple prise en compte des difficultés physiques, concrètes, auxquelles sont confrontés les maires, en dehors de toute mauvaise volonté, bien évidemment. Alors, ce que reprochent nos auditeurs, c'est les conditions d'attribution de ces fameux logements sociaux. Est-ce que dans la loi, il y a des indications ou est-ce que ça reste en l'état? Ce qu'il faut peut-être rappeler, parce que l'enfer est toujours dans les détails, je crois que la précision est utile, parce qu'à avoir rencontré beaucoup de demandeurs de logement, je sais bien que les gens ne sont pas au courant de la façon dont ça fonctionne. Le logement social fait l'objet de contingentement, c'est-à-dire dans un immeuble, vous pouvez avoir 30% des logements qui vont être attribués par l'État, 20% par la commune, 30% par les représentants du 1% patronal, et puis parfois peut-être aussi par la région ou par le département, selon qu'ils ont consenti à garantir les emprunts du bailleur social qui a construit. Bien. Donc chacun va pouvoir, quand c'est un logement qui relève de son contingent, proposer non pas un, mais des candidats, d'ailleurs on en demande 3. On est avec une hiérarchie dans ces candidatures. Ensuite, c'est une commission qui détermine qui va bénéficier du logement. Cette commission, elle est évidemment à l'initiative du bailleur social propriétaire du logement, donc avec la proposition du entre guillemets propriétaire du contingent, de l'attributaire du contingent. Dans cette commission, on va retrouver la commune, le bailleur social, le 1% patronal, l'État, etc. Donc c'est une décision collégiale. Évidemment, il y a des critères du bailleur qui sont incontournables, notamment la capacité à payer le loyer. Si les revenus de la personne ne sont manifestement pas en rapport avec le loyer, bien évidemment, elle ne bénéficiera pas du logement. Donc pour en revenir à la loi Elan, ce qu'elle prévoit, c'est de demander aux communes de hiérarchiser, de donner un classement de leurs demandeurs en fonction de paramètres. Les paramètres ne sont pas imposés, chacun pourra les reprendre, l'ancienneté de la demande, l'urgence notée avec un certain nombre de critères, la composition familiale, etc. Et bien évidemment l'adéquation des revenus au loyer demandé. Tout ça doit donner un certain nombre de points et faire classer les demandeurs. Ça va évidemment limiter les capacités d'appréciation de dernier moment de la commune,
mais ça a la volonté, ce système a la volonté de rendre plus transparentes ces attributions qui sont parfois en effet mal comprises ou même accusées de clientélisme par certains demandeurs de logement qui ne sont pas satisfaits. Oui, on dit aussi que, par exemple, si on prend le cas du Val d'Oise, les Valdoisiens n'ont plus accès, finalement, enfin beaucoup n'ont pas accès au logement social parce que c'est réservé, par exemple, à des migrants ou à des personnes qui sont envoyées de Paris vers le Val d'Oise. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, par exemple, un critère de l'endroit où on travaille? On a plein de problèmes de transport en Val d'Oise. On a le problème en ce moment de la A15 suite à l'effondrement du pont, les transports qui ne fonctionnent pas bien, les voitures, les autoroutes sont surchargées. On ne pourrait pas mettre des critères de déplacement finalement pour éviter d'habiter dans le Val d'Oise et de travailler à Créteil par exemple? Deux choses sur ce sujet. D'abord, ce que revendiquent les maires, c'est de maîtriser mieux la politique de peuplement de leur commune, c'est-à-dire d'avoir leur mot vraiment à dire sur qui va habiter, alors qu'aujourd'hui, les contingents de l'État sont quand même prédominants. Ils étaient, il y a encore quelques années, délégués aux maires, dans une volonté de partenariat entre l'État et les communes. Aujourd'hui, force est de constater que tout est remonté, en effet, au préfet, enfin tout le contingent de l'État est remonté au préfet, et qu'on voit arriver des familles complètement extérieures au territoire, et souvent contre la volonté des maires. Ça, c'est la réalité. Ensuite, sur la proposition fort sensée que vous faites, elle peut être intégrée en effet dans le paramétrage que va faire la commune de ses candidats, c'est-à-dire si en effet quelqu'un vient travailler à proximité du logement qui est l'objet d'une attribution, elle peut mettre un nombre de points important là-dessus, mettre un poids important. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement ce que fera l'État, qui lui est massivement décideur sur les logements. Donc, et en outre, tel que la loi est rédigée, aujourd'hui, les communes mettront les points, les paramètres où elles veulent. Donc ça sera à l'initiative des communes, en tout cas en l'état de la loi. Peut-être est-ce qu'on aurait pu, on va y réfléchir d'ailleurs, puisqu'on a encore le temps de voir la loi Elan, imposer à l'État d'intégrer ce critère, surtout que l'État est extrêmement défaillant dans l'organisation des transports. Surtout, oui, effectivement, surtout, on le voit bien, comme je le disais, en Val d'Oise. Autre, peut-être, qu'y a-t-il de phare, on va dire, dans la loi Elan? C'est surtout la possibilité de mettre le numérique dans les logements? Bon, la partie numérique dans la loi Elan est assez symbolique. Elle rappelle simplement l'engagement de l'État de mettre le très haut débit à la disposition de tous les Français pour 2022. C'est un sujet que nous avons traité dans le Val d'Oise, puisque nous, notre engagement, c'est d'ici 2020. C'est 2020. Les choses sont en train de se déployer. Globalement, nous voulons le très haut débit pour tous les Valdoisiens par la fibre. Ça c'est une précision importante, jusqu'à l'habitant. Et les choses se déploient dans le calendrier. Alors il y a dans la zone d'initiative privée, quelques points à surveiller, parce que là c'est uniquement Orange et SFR qui déploient en fonction de l'engagement qu'ils ont pris dans une convention signée avec moi-même en l'occurrence quand j'étais président du département, donc on a une mission de contrôle. Et puis sur la zone qui malheureusement n'est pas couverte par le très haut débit d'origine privée, où il faut mettre de l'argent public, nous l'avons fait dans les meilleures conditions, et là ce réseau d'initiative publique sera déployé pour la fin 2019, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc victoire pour le Val d'Oise, en 2020, tout le monde est connecté via la fibre s'il le souhaite. Oui, et le leadership du département là a été particulièrement important, c'est pourquoi cette collectivité de proximité a toute sa pertinence, entre autres. Alors Arnaud Bazin, je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise. Dernier sujet au niveau du Sénat, c'est à l'automne va arriver la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on en pense déjà au Sénat? On comprend très mal au Sénat la stratégie du gouvernement et du président de la République qui va de provocation en provocation vis-à-vis du Sénat. Le Sénat est aujourd'hui le seul contre-pouvoir dans la République. J'ai bien dit un contre-pouvoir, pas un anti-pouvoir. Mais des contre-pouvoirs dans notre société sont politiques notamment, mais dans notre société tout court, sont indispensables. On a un gouvernement et un président de la République plutôt autoritaire actuellement, qui n'a pas l'air de privilégier le dialogue avec les corps intermédiaires, et dont l'Assemblée nationale, à sa majorité, marche d'un seul pas. On a pu l'apprécier à plusieurs reprises.
que le Sénat puisse faire des apports, sans s'opposer systématiquement, mais sans obéir non plus aveuglément, semble déranger le président de la République. Et cela nous inquiète beaucoup parce qu'en effet, dans la réforme constitutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui envisagée, il s'agit tout simplement d'abaisser le Parlement, de limiter ses pouvoirs. Il faut se souvenir quand même qu'en 2008, on a eu une révision constitutionnelle. Ce n'est pas la première, il y en a eu 24, je crois, depuis l'avènement de la Ve République. Mais qu'en 2008, la réforme qu'a portée le président Sarkozy était une véritable réforme démocratique qui rendait de l'initiative et du pouvoir au Parlement et qui en donnait d'ailleurs aussi aux citoyens. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné, tels que les référendums d'initiative populaire, mais il y avait une volonté, une ligne directrice très claire qui était tout simplement une vision démocratique et de renforcement de l'institution parlementaire. Aujourd'hui, c'est tout. On ne voit pas tellement quelle est l'urgence d'ailleurs de réviser tout ça. Et ensuite, ce qu'on peut discerner, c'est une volonté d'abaisser le Parlement. Donc les choses seront évidemment conflictuelles avec le Sénat. Abaisser le Parlement, qu'est-ce que vous voulez dire par abaisser le Parlement? Vous pensez à la réduction du nombre de députés ou de sénateurs? Non, le Sénat n'est pas hostile à l'abaissement du nombre, bien qu'il n'y ait pas de motivation particulièrement forte pour l'abaisser, puisque on doit avoir un parlementaire pour 74 000 habitants en France, quand on en a un pour 72 000 dans les pays européens. Oui, on n'est pas du tout distingué par un parlementarisme aigu et un très grand nombre de parlementaires. Il faut tordre le cou à cette idée reçue. Et si un peu partout ça tourne autour de cette moyenne, c'est qu'il y a quand même une raison, la représentation tout simplement du peuple et des institutions. Donc nous ne sommes pas hostiles. Ce que nous demandons au Sénat, c'est que le nombre de sénateurs nous permette de représenter tous les territoires. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, pardon pour la notion technique, mais le tunnel démographique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus ou moins de 20% de représentation démographique dans un territoire. Ce qui fait que les petits territoires en population, mais grands par leur étendue, risquent de se retrouver pas représentés, ou pour beaucoup de départements représentés par un seul député, un seul sénateur. Ça ne nous paraît pas raisonnable, surtout pour les sénateurs qui ont vocation à représenter bien sûr la population, mais surtout les territoires. Donc c'est sur ce chiffre précis qu'il faudra s'accorder, parce qu'il n'y a pas de refus, du Sénat de diminuer le nombre de parlementaires, mais il faut que nous gardions un nombre de sénateurs suffisant pour représenter les territoires, c'est tout simple. Et quand je parle d'abaissement des droits du Parlement, l'encadrement du droit d'amendement, qui est un droit fondamental du sénateur et du député pour modifier, essayer d'améliorer la loi et d'en convaincre ses collègues lors du vote, ce droit doit être respecté. Il est prévu de le limiter drastiquement dans la mouture du président de la République. Oui, mais enfin là, quand on voit les projets de loi qui sont en réflexion, 600 amendements, voire plus de 1000 amendements pour certains projets de loi, ça fait beaucoup quand même. Au-delà du chiffre, il faut se demander si c'est cela qui ralentit la procédure parlementaire. Absolument pas, puisque nous encadrons nos temps de débat et que ceux qui peuvent avoir à s'en plaindre, ce sont les parlementaires et personne d'autre. Eux-mêmes, oui. Le Parlement n'est pas responsable du temps d'élaboration des lois. Aujourd'hui, on le voit bien, tous les textes importants nous arrivent au mois de juillet, au Sénat, alors que toute la période de début d'année a été relativement, entre guillemets, tranquille. C'est une question d'organisation du travail du gouvernement pour que ces textes puissent arriver dans des délais raisonnables. Ensuite, quand on regarde aussi l'application des lois, on voit que quand on habilite par exemple le gouvernement à légiférer par ordonnance, c'est-à-dire qu'on lui laisse carte libre, carte blanche sur certains éléments qui seront ensuite validés qui ne sont pas débattus au Parlement, qui sont ensuite validés par le Parlement, il met parfois 18 mois ou 2 ans à venir à bout de ces ordonnances. Donc il ne faut pas qu'on nous dise que c'est le Parlement qui freine la procédure législative. Ça n'est absolument pas vrai, on peut le démontrer de toutes les façons. Donc finalement, on vous laisse 1 mois de réflexion pour voter une loi. C'est ça que je comprends aujourd'hui à peu près. En fait, c'est beaucoup moins que ça, puisqu'on va avoir 3 ou 4 grands textes durant le mois de juillet. Vous voyez, donc on devra faire feu de tout bois. Alors c'est vrai qu'on nous sommes spécialisés dans notre travail parlementaire en commission. En commission, bien sûr. En groupe. Beaucoup dans les commissions du travail est fait. Mais ensuite, après, chaque parlementaire doit pouvoir s'exprimer sur le sujet. Merci Arnaud Bazin. Alors, dernier sujet, si vous voulez bien, aujourd'hui, c'est un sujet peut-être valdoisien. C'est qui doit vous concerner puisque vous avez été, comme je l'ai dit, président du conseil départemental jusqu'en 2017. C'est la contractualisation des départements avec l'État.
Là, on a reçu la semaine dernière donc une information. Il y a eu l'Assemblée française des départements qui conteste le projet proposé par le gouvernement, dont issu du rapport du sénateur Alain Richard et Dominique Bure. Si vous permettez une petite rectification, cette contractualisation découle de la loi de finances 2018. Elle était déjà prévue à ce niveau. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'obliger les départements à ne pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement, enfin les départements et les collectivités qui ont plus de 60 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement, de ne pas augmenter leurs dépenses de plus de 1,2%. Sauf, moyennant quoi, ils auraient des amendes financières. Alors que l'on signe ou qu'on ne le signe pas, il y aura des amendes financières, mais elles sont plus importantes pour ceux qui ne signent pas que pour ceux qui signent. Pourquoi est-ce que nous sommes défavorables? D'abord, il faut savoir que nous limitons tous fortement nos dépenses, puisque ce gouvernement a confirmé l'austérité redoutable qui avait été infligée aux collectivités par le gouvernement socialiste des 5 précédentes années, puisque c'est 40% par exemple des recettes de l'État en fonctionnement pour le département du Val-d'Oise qui ont été amputées en 5 ans. Donc on reste sur cette baisse drastique, féroce, qui nous a obligés à faire des économies terribles déjà. Donc il va de soi que dans cette situation, les départements, les collectivités en général, mais les départements en particulier, sont extrêmement attentifs à ne pas augmenter leurs dépenses. Sauf que dans les départements, et c'est leur particularité par rapport aux communes, l'essentiel de nos dépenses, nous ne les décidons pas. C'est l'État qui les décide à notre place. En augmentant le RSA, par exemple, en prenant des mesures nouvelles en matière de politique pour les personnes âgées dépendantes, pour les enfants de l'aide sociale, en nous amenant énormément de mineurs étrangers isolés à prendre en charge. On pourrait en dire un mot, puisque ça a été augmenté d'un facteur 10 en quelques années. Bref, toutes ces dépenses, 56% des dépenses, 57% maintenant des dépenses du Val-d'Oise sont des dépenses sociales, et l'essentiel en est décidé par l'État. Donc nous subissons en permanence les dépenses décidées par l'État, les augmentations de dépenses décidées par l'État, et en plus, il faudrait qu'on tienne en dessous d'1,2%. D'une part, c'est une atteinte à la liberté des collectivités, qui est quand même assez inédite. On n'a jamais vu ça dans notre pays jusque-là. Mais bon, tout le monde doit participer à l'effort de maîtrise des dépenses, très bien. Sauf que c'est totalement schizophrénique, puisque d'un côté, l'État augmente d'autorité nos dépenses, et après, il nous dit qu'on n'a pas le droit d'augmenter de plus de 1,2%. C'est purement scandaleux, et c'est pourquoi les départements ont réagi très vigoureusement, et je crois qu'ils ont eu raison. Donc on attend de voir ce qui va se passer et qu'est-ce qui va ressortir de ces négociations en cours, enfin si on peut appeler ça des négociations. Mais il n'y a jamais eu de sincérité de l'État sur les négociations, notamment sur le financement de ce qui coûte très cher aux départements, c'est-à-dire les allocations spécifiques, les allocations individuelles de solidarité. Pendant des années, on a promené les départements. Aujourd'hui, c'est aussi le cas, et on a maintenant une réaction jupitérienne du Premier ministre qui est furieux que les départements refusent cet encadrement de dépenses alors même qu'ils vont la mettre en œuvre, qui refusent de signer en tout cas des entre guillemets contrats léonins avec l'État, vient d'envoyer un courrier comminatoire au président de l'Assemblée des départements de France. Je crois que le Premier ministre fait fausse route en perdant ses nerfs sur ce sujet. Pourtant, le président a bien dit la semaine dernière que ça nous coûtait une blinde. Je répète ce qu'il a dit. Hein. Voilà, merci. Sauf que c'est lui qui décide ses dépenses. Merci Arnaud Bazin. Vous reviendrez nous dire ce qu'il va se passer. On fait une très courte pause musicale. Et après, notre second invité du jour, Bernard Ney, va nous présenter Comatch. Je vous ai calé une 30. Oui. Je sais pas, on va voir. Si, je pense que c'est Chloé qui va s'occuper de tout. Bon là, Julien, on n'a pas le temps. Il est 35, donc il faut que donc ils aient le temps de parler tous les deux. Donc on laisse pas longtemps cette belle pause musicale, c'est dommage. J'adore. C'est très bien. J'adore ce. Alors c'est Alain Manoukian et un Arménien qui s'appelle Levon Minassian, et l'instrument qu'on entend, ça s'appelle le doudouk. Et ça ressemble à quoi? C'est comme une flûte, c'est comme un peu une flûte de pan, c'est en bois, bien sûr. Enfin, non, plusieurs tubes. Non. Alors, je l'ai vu sur scène, alors je sais pas parce que... Non, je crois qu'il y en a qu'un, il y en a peut-être plusieurs, je sais pas exactement. Ça sonne comme ça? Ça sonne comme ça. Je trouve ça magnifique.
En tout cas, le concert qu'il a donné à Namanoukian et cet artiste sur la scène, parce que le festival de jazz à Enghien, ça fait 17 ans qu'il existe. Et il démarre le 4 J'y juillet. retourne dans 10 secondes. Voilà. Nous voici de retour sur IDFM avec nos invités du jour, Arnaud Bazin, Bertrand Ney et Pierre-Yves Pasquier. Alors, pardon, Bernard Ney, je voulais dire. Bernard Ney, vous êtes le directeur de Comatch, la filiale berlinoise, qui vient de boucler son tour du table de 8 millions d'euros après avoir levé 4 millions en 2016. Alors 8 millions d'euros, pour faire quoi? Chez Comatch, nous mettons en relation des consultants indépendants avec des entreprises de tout type de taille, petits groupes ETI comme CAC 40, et on trouve les meilleurs consultants pour des besoins de conseil en stratégie et management. On fonctionne comme une entreprise de services professionnels, étant moi-même un ancien d'un cabinet de stratégie et des fondateurs de Comatch à Berlin étant aussi des anciens consultants. On connaît bien ce métier et on fédère aujourd'hui avec nos 100 employés en Europe, 10 dans l'équipe France que j'ai le plaisir de diriger, une communauté de 5000 consultants et experts triés sur le volet. Et donc vous voulez réunir 5000 consultants? On a sélectionné sur le CV et avec des entretiens 5000 consultants indépendants pour lesquels aujourd'hui on trouve des missions, et à l'inverse qu'on propose à nos clients comme consultants. Alors votre but avec ces 8 millions d'euros, c'est de vous développer en Europe, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, mais c'est aussi, je suppose, de faire du développement informatique pour améliorer votre proposition? Absolument. Qu'est-ce que vous proposez? Imaginons, je suis un indépendant. Qu'est-ce que vous m'offrez à moi pour rejoindre votre équipe? Alors, on a plusieurs offres auprès de nos consultants qui peuvent être particuliers pour le monde de conseil, comme des licences de certaines technologies pour PowerPoint qu'on pourrait avoir à travers nous, ou des offres pour tous les consultants ensemble. La première chose que les consultants cherchent qui nous rejoignent, c'est des missions. Du coup, pour nos consultants, on est principalement apporteurs d'affaires. Si on investit aujourd'hui cette levée de fonds dans plusieurs sujets, la croissance, comme vous l'avez mentionné, les services, mais aussi la technologie, c'est pour améliorer à la fois l'interface avec laquelle on travaille. On est une plateforme digitale. On a bientôt 100 employés parce que ça reste un people business, mais effectivement, on travaille avec des outils très efficaces pour faire cette mise en relation. Et du coup, on veut toujours améliorer ces outils. Il y a un but d'améliorer notre algorithme de matching qu'on nous mettait en relation pour une mission. Vu qu'on a rencontré les consultants d'abord et on a qualifié les compétences, les expertises, on va utiliser d'abord un algorithme pour identifier les meilleures personnes pour un besoin, et après c'est l'équipe relations consultants ou community management, comme on appellerait ça, qui va jeter un œil humain et faire ce matching. Mais on veut aujourd'hui améliorer ce matching pour être de plus en plus rapide dans la mise en relation. Aujourd'hui, typiquement, on va trouver un consultant dans 48 heures. Potentiellement, on va faire ça encore plus rapidement dans le futur. Alors, vous avez dit que votre mission principale, c'est les conseils que vous recherchez, les indépendants que vous recherchez, c'est en stratégie de management, c'est bien ça? Stratégie et management. Ça regroupe quelle profession finalement en tant qu'indépendant pour vous? À qui faites-vous appel en fait? Il y a deux types de familles de profils avec lesquels on travaille, et dans les 5000 membres à l'heure actuelle de Comatch, ça représente environ moitié-moitié de ce pool. Le premier profil, c'est le consultant en stratégie et management qui a passé au moins 2 ans dans un cabinet de conseil, type McKinsey, BCG, mais aussi type IT comme Accenture ou Big Four comme KPMG, Deloitte. Des gens qui ont appris ce métier de conseil en management dans une maison comme ça et qui sont aujourd'hui
indépendants et qui travaillent à leur compte avec ces compétences. On les catégorise un peu dans une matrice d'industrie et de fonction. Du coup, on pourrait avoir un consultant qui connaît très bien des sujets RH en automobile, comme on pourrait avoir quelqu'un qui connaît très bien stratégie de croissance dans un autre secteur. De l'autre côté, c'est des experts industriels, et là, on travaille avec des gens qui ont passé toute une carrière dans un secteur donné ou dans une fonction donnée. Du coup, c'est des gens qui ont fait un métier eux-mêmes avant de se mettre en indépendance et qui aujourd'hui proposent cette vaste expérience pour, encore une fois, dans la logique de la matrice de secteur et de fonction, proposer leur expertise sur un certain croisement. Alors, si on rejoint votre plateforme en tant qu'indépendant, donc la plateforme Comatch, je rappelle, ça me coûte combien en tant qu'indépendant? Est-ce que ça me coûte de l'argent ou pas? Ça coûte rien. Ça coûte rien. On travaille avec un modèle au succès. Du coup, c'est gratuit à la fois pour les consultants et pour les clients. Et juste au moment de la mise en relation, si les deux côtés souhaitent travailler ensemble, le taux journalier du consultant va inclure notre marge. C'est vous qui donnez le taux justement journalier? C'est vous qui faites la facture? C'est le consultant qui va définir son taux journalier, mais nous faisons la facturation. C'est vous qui faites la facture et c'est vous qui vous faites payer, puis après vous repayez le consultant? Absolument. C'est ça, et donc vous gardez votre marge à ce moment-là, j'imagine. Exactement. Et quel est le pourcentage? C'est 15%, on est transparent là-dessus. C'est le même taux pour tous les consultants, tous les clients, modèle unique. Et on fait tout côté technologie pour être assez efficace. Donc en même temps, vous assurez finalement, voilà, en même temps vous assurez le salaire finalement, enfin le paiement de la facture, vous l'assurez. En même temps, c'est vous qui allez aller chercher les fonds auprès du client. Si le client ne paye pas, c'est vous qui allez chercher les fonds. On va bientôt demander au client de payer. Après, le consultant porte son risque, il reste indépendant. On ne travaille pas en exclusivité avec nos consultants, ils vont avoir leurs propres clients. Du coup, ça reste une relation où nous, on va mettre en relation cet indépendant. Mais effectivement, voilà, on s'occupe de tout l'administratif. Mais pour la facture que vous faites, c'est vous qui allez, si le client ne paye pas, c'est vous qui allez relancer le client. Exactement. C'est vous qui faites ce travail-là. Merci beaucoup Bernard Ney, on a bien compris. Alors, si des indépendants veulent vous rejoindre, peut-être pourquoi pas des experts comptables même, peut-être ça peut vous intéresser. En tout cas, en stratégie et management, eh bien, il faut aller sur le site, j'imagine, comatch.com. Exactement. Merci Bernard Ney. Alors Pierre-Yves Pasquier, vous êtes une start-up également, mais alors dans un autre domaine. Vous avez lancé Commercio il n'y a pas tellement longtemps, et donc beaucoup de succès quand même pour Commercio qui lutte contre le gaspillage. Alors expliquez-nous lequel, parce que ça n'est pas que de l'alimentaire. Alors effectivement, on travaille sur tout type de gaspillage, et historiquement on travaille sur le gaspillage alimentaire. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est souvent l'histoire des créations d'entreprises. En fait, moi je suis un ancien de l'industrie agroalimentaire, et en fait j'ai remarqué que quotidiennement la grande distribution, les industries alimentaires au global, jettent quasiment quotidiennement de la marchandise, évidemment pas par vocation ou plaisir, comme on a pu l'entendre par ailleurs il y a quelques années, mais bien par manque de solution, c'est-à-dire qu'il y a du don aux associations qui peut être fait quotidiennement, mais généralement les entreprises recherchent du process, de la sécurité, de la traçabilité, et les associations ne sont pas forcément outillées, pas forcément ouvertes tous les jours pour récupérer quotidiennement cette marchandise en toute sécurité. Donc en fait en 2013 on a créé avec Rémi Gilbert Commercio qui en fait fait l'intermédiation. Donc concrètement on a créé un logiciel qui fait en fait la mise en lien de tous ces lots de marchandises presque périmés mais pas périmés, on insiste évidemment là-dessus. Donc on est sur une durée de vie de 1 à plusieurs jours. Et en fait on vient coupler ce logiciel de mise en relation avec un outil de l'économie classique, si je puis dire, c'est-à-dire que ce sont du transport, de la logistique. Donc on a aujourd'hui plus de 70 chauffeurs en France qui collectent quotidiennement toutes les entreprises avec lesquelles on travaille pour aller livrer les 400 associations caritatives, donc Restos du Cœur, Banque Alimentaire et consorts, qu'on livre quotidiennement en fonction de leurs besoins, de leur jour d'ouverture, leur capacité d'approvisionnement, de manière à, elles, leur simplifier leurs approvisionnements. Concrètement, ça permet aux bénévoles de ces associations
de se soulager de cette partie d'approvisionnement et de se tourner vers un élément fondamental, c'est l'accueil des bénéficiaires. Et puis on permet aux entreprises de se délester facilement de cette marchandise, d'éviter le déchet. Donc elles génèrent des économies au sens financier du terme, puisqu'elles bénéficient d'une règle fiscale en France, où elles récupèrent en fait 60% de la valeur de leurs dons, en plus de quoi elles s'affranchissent du traitement du déchet. Donc en fait nous on se rémunère sur cette économie générée. Donc in fine, les entreprises génèrent des économies au sens financier du terme. Les associations font une simplification de leur approvisionnement, s'approvisionnent mieux en plus grande quantité, en plus grande qualité. Et en fait, au milieu, la majeure partie de nos chauffeurs sont des personnes en insertion. Donc ça, c'était une volonté de base quand on a créé Commerceau. C'était de faire en sorte qu'on soit aussi nous-mêmes un terreau fertile pour l'emploi de personnes en retour vers l'emploi. Donc on a aujourd'hui concrètement des partenariats, par exemple, avec l'entreprise Henri, qui est une entreprise d'insertion basée partout en France, qui permet en fait de remettre en selle des personnes, généralement des personnes en fin de droit. Voilà. Alors vous, pour l'instant, vous avez créé donc l'entreprise en 2013. Pour l'instant, vous êtes sur quel territoire? Est-ce que vous agissez sur toute la France ou bien vous vous étendez pas à pas, département après département? Alors en fait, on a démarré à deux. On était deux cofondateurs en 2013, Rémi et moi, et rapidement on a recruté, on a nous aussi levé des fonds qui nous ont permis d'accélérer notre croissance en 2016. Aujourd'hui, on est 35 personnes dans l'entreprise, en plus des 70 chauffeurs qui eux sont externalisés à l'entreprise. Donc ça nous permet en fait d'avoir un rayon d'action global sur la France. Donc on est présent partout en France, en Île-de-France, mais pas que. Donc on est présent aussi bien à Nice qu'à Brest ou à Lille. Et en fait, on duplique notre modèle, toujours de la même manière, entre une entreprise et une association. On organise une boucle logistique. On a développé dans notre logiciel, et ça c'était un élément clé, des éléments de sécurisation. C'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup d'entreprises disaient moi je veux bien donner, mais je ne veux pas me mettre en risque, je veux que ce soit simple dans mon process, ainsi de suite. Donc on a développé un système de traçabilité et de suivi de la température qui va sécuriser l'entreprise donatrice en termes de traçabilité, mais qui va aussi sécuriser l'association. Celui qui reçoit. Exactement, puisqu'en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une recrudescence, malheureusement, de dons de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout cet élan anti-gaspi, il y a évidemment de bonnes nouvelles sur le fait qu'il y a de la marchandise qui est redistribuée. Néanmoins, la qualité n'est pas toujours de mise, c'est-à-dire que sur des produits fragiles comme de la viande, par exemple, il faut évidemment, qui plus est sur des produits qui ont des dates courtes, suivre la chaîne de froid et la traçabilité de manière très précise. Donc ça, c'est ce qu'on a développé, qui vient en fait libérer les énergies entre les entreprises et les associations. Voilà, donc si des entreprises ou des associations ont des besoins dans les deux sens, qui vous contactent bien sûr directement, vous nous rappellerez l'adresse du site. Alors donc juste pour préciser, effectivement, notre cœur de métier c'est l'alimentaire, mais on ne fait pas que de l'alimentaire, tout simplement parce que les besoins en gestion des invendus ne sont pas que sur de l'alimentaire. Bien sûr, c'est d'abord des produits frais compte tenu de la date, de la durée de vie du produit. La date de péremption, oui. Mais exactement. Mais on travaille aussi sur du textile, on travaille sur des chaussures, on travaille sur des produits d'épicerie tout à fait classiques, puisqu'en fait, le principe est exactement le même. Commerceau s'adresse à toute entreprise détentrice de marchandises. D'un stock, finalement. Exactement, d'un stock qui a vocation à être invendu parce que la mode n'est plus là, parce que... Voilà. Donc, vous contactez. Alors, à quelle adresse est-ce qu'on peut vous contacter? On peut nous joindre sur www.commerceau.fr, donc COMERSO.fr, voilà. Via Facebook ou via Twitter. Et puis, vous avez des offres d'emploi à pourvoir. Alors, vous cherchez un chef de projet, je crois? Oui, tout à fait. On cherche plusieurs personnes, notamment en Île-de-France. On cherche notamment un chef de projet effectivement basé sur le site de l'Île-de-France. En fait, ces personnes-là sont là pour justement mettre de l'huile dans les rouages au quotidien entre les entreprises donatrices et les associations réceptrices, de manière à ce que tout se passe bien au quotidien. Voilà, autre sujet, donc, si vous cherchez du travail, contactez Commerceau, qui est en pleine expansion. C'est bien, 35 personnes déjà
depuis 2013. C'est une belle progression. Merci à vous pour ces informations. Alors, on va tout de suite passer aux infos de Chloé. C'est l'heure de Chloé. Alors, quelle nouvelle aujourd'hui, Chloé? Bonjour à tous. Galiléo s'éloigne de l'orbite britannique. Vous souvenez-vous, nous sommes en pleine négociation du Brexit, mais le retrait du Royaume-Uni dans l'UE lui porte maintenant bien préjudice, et notamment dans l'espace. Effectivement, l'UE a décidé d'exclure les entreprises britanniques des appels d'offres de la partie cryptée de L'Union Galileo. européenne et pas l'UE. L'Union européenne. Ce système de localisation qui vous permet de trouver l'animalerie la plus proche quand les croquettes de votre adorable petit chat sont terminées et qui, on le rappelle, est le système satellite européen qui concurrence le GPS américain. C'est donc peu dire que Londres est furieux auprès de Bruxelles car celui-ci compte de justes contrats sur ce satellite et du coup menace l'Union européenne de construire leur propre système concurrent. Seconde info du jour, Chloé. Les sujets de maths sont trop difficiles. Et oui, nous sommes en plein dedans, le bac, l'examen qui hante tous les élèves de première et de terminale. Cette année, ce sont les terminales S qui se sentent le plus touchées, car oui, depuis la fin de l'épreuve ce vendredi, 72 000 personnes tout de même ont signé une pétition en déclarant l'épreuve de maths trop difficile. La pétition intitulée Superman du bac des maths consiste à harmoniser les copies des terminales qui comptent jusqu'à coefficient 9 pour les S. Vrai ou faux, c'est la première fois depuis plusieurs années qu'une pétition comme celle-ci fait autant fureur sur les réseaux, mais elle n'émeut apparemment pas l'éducation nationale. Merci Chloé, à demain pour d'autres infos. Et en attendant, c'est l'heure du secret de cuisine. Bonjour Jackie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne une recette de filet de rouget à la salsa de mangue. Donc pour 4 personnes, selon la grosseur, 2 ou 3 filets de rouget par personne. Pour la salsa, 3 belles tomates pelées, épinées et coupées en petits morceaux. Une mangue fraîche, pelée et coupée en petits morceaux. Le zeste plus le jus d'un citron vert. 2 cuillerées à café de gingembre frais. Quelques brins de coriandre hachés finement. 2 belles cuillerées à soupe d'huile d'olive. Dans un saladier, vous mélangez tous ces ingrédients. Vous couvrez d'un film alimentaire et laissez mariner à température ambiante. Avant de servir, répartissez la salade dans 4 assiettes et mettre en attente. Huilez légèrement les filets de rouget et les faire cuire dans une poêle anti-adhésive chaude, 1 minute côté peau et 2 minutes côté chair. Déposez-les dans chaque assiette en éventail sur la salsa et servez et dégustez. Merci Jackie. Eh bien écoutez, on va tous se mettre à nos fourneaux en sortant d'ici. Allez tout de suite une petite pause musicale. On vous propose toujours notre voyage dans le jazz avec Aretha Franklin. Je me suis mais c'était trop long. Donc après, je vous redonne la parole pour un petit mot de conclusion. On part sur quel sujet? L'aide alimentaire, c'est mon sujet au Sénat. Ah bah très bien. Très bien. Mais vous avez le droit Oui, d'intervenir. on n'a pas parlé, dans le cadre de la loi agriculture, on n'a pas parlé de... Il y a les cuisines centrales qui sont concernées dans le cadre de la loi agriculture. Normalement, c'est 5 000 repas. Et c'est un sujet. Oui. Comment vous vous rémunérez? J'ai pas demandé. Je l'ai déjà dit. Je l'ai précisé. Oui, j'ai en fait, entendu, mais j'ai mal. On se rémunère sur les économies que génèrent les entreprises. Pas sur les associations, sur l'entreprise. Donc vous facturez l'entreprise. Ouais. 10 secondes. C'est bon. Voilà, vous avez reconnu Aretha Franklin avec Chain of Fool. Et puis la musique que nous avions passée avant, j'ai oublié de vous dire que c'était Alain Manoukian et Levon Minassian avec son fameux instrument qui s'appelle le doudouk, un instrument arménien. C'est l'heure bientôt de nous quitter. Je vous propose d'entendre un petit mot de conclusion d'Arnaud Bazin. Peut-être parlons des aides alimentaires, puisque nous étions avec Commerceau juste avant la pause musicale. Oui, Florence, j'ai été très intéressé par les 2 présentations des start-upers, bien évidemment, mais avec une mention spéciale, et on ne m'en voudra pas, pour Commercéo, puisque au Sénat, j'ai le rapport spécial du budget, donc à chaque loi de finances, sur tout ce qui concerne la solidarité, l'insertion et l'égalité des chances. Et le sujet que j'ai choisi de creuser cette année avec mon collègue Éric Boquet, qui est sénateur communiste du Nord, on est 2 à travailler là-dessus, c'est l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est 1 milliard d'euros chaque année,
en comptant la valorisation du travail des bénévoles, qui est très important. Donc on a maintenant tout un arsenal juridique pour lutter contre le gaspillage, alors bientôt sur les cuisines centrales, on en disait un mot entre nous tout à l'heure, mais déjà aussi bien sûr dans toute la grande distribution. Et un des sujets, c'est la collecte, la qualité de la collecte, puisqu'il y a des obligations réglementaires évidemment de qualité des aliments du fournisseur jusqu'au consommateur final à travers les associations. Et j'étais très intéressé par ce concept qui permet donc de fournir aux associations les denrées sans qu'elles aient à prendre en charge toute la logistique et notamment toutes les questions de sécurité autour de l'aliment. Évidemment, après, la conservation les concerne, mais elles s'y sont mises, je crois, assez bien. Donc c'est un très très beau dossier que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt, un modèle en tout cas de plus en plus nécessaire et qui est permis par l'arsenal législatif actuellement en place. C'est en tout cas mon sujet d'intérêt, toute cette question de l'aide alimentaire, avec beaucoup d'autres enjeux, mais ce sera un peu long d'en parler ce matin. En tout cas, j'étais très intéressé par ce que j'ai entendu. Merci. Merci Arnaud Bazin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à nos deux start-upers qui nous ont présenté deux projets intéressants. Je rappelle qu'il s'agissait de Comatch, donc une plateforme pour la mise en relation des indépendants. Donc si vous êtes expert dans un domaine, eh bien contactez Comatch. Et puis la seconde, c'était Commerceau, qui propose bien de prendre vos stocks, quels qu'ils soient, alimentaires bien sûr en premier, mais aussi vêtements, pourquoi pas produits de technologie à venir, on ne sait jamais. Et donc on leur souhaite beaucoup de chance. On se retrouve demain pour une nouvelle émission musicale, pour une nouvelle émission du Bar de l'économie, avec cette fois le proviseur du lycée d'Anguin. Nous parlerons bien sûr éducation. En attendant, on va se quitter avec une nouvelle pause musicale. On continue notre voyage dans le jazz. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.